Bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information au sommaire de cette édition. Nous parlerons avec nos invités présents sur le plateau de la 4e édition du festival animé dédié aux musiques électroniques. Il sera aussi question de la fête de la salsa. Nous parlerons des COS et des Cévennes, de la digue de Beaucaire, du réseau Tango, de la grève chez Rexel. Et puis un petit peu plus sérieusement, nous allons démarrer avec une information pour le volet social avec Alexandre Marcel vers la fin du mois de mars. Alexandre Marcel s'est présenté à Bagarre pour y faire un don du sang auprès de l'établissement français du sang. Il s'est vu opposer un refus sous prétexte qu'en tant qu'homosexuel, il fait partie d'une population à risque. S'estimant victime d'une discrimination, Alexandre Marcel a entamé une procédure dont il nous évoque les détails. Nous avons déjà déposé une plainte contre X avec mon cabinet d'avocat Nguyen Phuong sur Montpellier pour une plainte pour discrimination, parce que véritablement le fait qu'aujourd'hui en France on se retrouve refusé de son don de sang, qui est un don pour sauver la vie au départ, ce qui est important, sauver la vie d'un enfant, sauver la vie d'un papa, d'un papy, de qui on veut, eh bien non, aujourd'hui je ne peux pas. Condamner une population et dire qu'une population sexuelle est à risque, c'est complètement aberrant. Ce n'est pas l'homosexualité qui est le risque, c'est le comportement sexuel qui est à risque. Si demain n'importe quel hétérosexuel a une relation à risque et dangereuse, elle sera de la même façon et au même niveau dangereuse si un homosexuel a un comportement à risque. Je me suis aperçu que aller contre des instituts d'État comme l'Institut de veille sanitaire par exemple, c'était pas possible, donc je me suis proposé de faire une proposition. La proposition est la suivante. Vu qu'aujourd'hui il y a une fenêtre à risque et que c'est cette fameuse fenêtre à risque que l'on nous met en avant pour le refus du sang, eh bien pour exclure cette fenêtre à risque, je propose qu'un homosexuel qui n'aurait pas de relation sexuelle pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce sont eux les spécialistes, ce sera au ministère de la Santé ou à l'Institut de veille sanitaire de décider, eh bien de pouvoir donner, du moins d'accepter que l'homosexuel puisse donner son sang. Cette proposition a été déposée auprès du ministère de la Santé, mais je me suis fait un plaisir aussi de la transmettre à la présidence de la République, à notre Premier ministre, et voilà. Rexel, société de distribution de matériel électrique pour le bâtiment et l'industrie, installée en zone industrielle de Saint-Césaire, se trouve au centre de remous sociaux, mécontentement qui prend sa source dans le licenciement de 10 employés du service comptabilité qui se battent pour améliorer leurs conditions de licenciement. Les explications d'Amandine Ducor et Eric Arrow. Rexel, le numéro 1 mondial de la distribution de matériel électrique, provoque le mécontentement chez ses salariés avec la fermeture du service comptabilité sur le site de Nîmes. Les 10 salariés de ce service sont donc en grève depuis lundi matin. Ils contestent les conditions de licenciement et dénoncent les disparités entre les différents sites de l'entreprise. Les conditions ne sont pas satisfaisantes pour du personnel qui a plus de 30 ans d'ancienneté dans la même société. On ne se sent pas du tout valorisé par notre ancienneté, notre temps de travail passé ici. Et l'inégalité surtout entre plusieurs sites. Nous n'avons pas les mêmes conditions pour des services de comptabilité qui vont partir sur Fontaine ou Villeurbanne. Les conditions ne sont pas égales entre plusieurs villes. Pas de licenciement sec toutefois, mais plutôt des propositions de mutation difficilement acceptables pour ces salariés nîmois. On leur a proposé une mutation à Villeurbanne ou à Grenoble. Voilà, quand on est mère de famille, quand on a 50 ans, 55 ans, que le mari travaille, que les enfants font des études ici, c'est pas forcément évident de partir à Villeurbanne. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de licenciement sec, c'est des mutations. Mais bon, c'est un peu comme quand on envoie des mutations en Roumanie. Là, c'est pas en Roumanie, mais c'est compliqué de déménager, etc. Alors sur la revendication, il y a une durée de reclassement de 9 mois. On sait que sur le bassin d'emploi de Nîmois, 9 mois, c'est pas suffisant pour retrouver du travail. Donc elle demande aussi qu'il y ait une augmentation de cette durée de reclassement. Les salariés ont tout de même repris le travail cet après-midi sans connaître encore le résultat de leur grève. Les négociations continuent. Du social, nous passons au transport. Ça bouge en effet dans le réseau Tango. L'objectif est d'améliorer le niveau de service et renforcer l'accessibilité du réseau. Les bus Tango se modernisent avec l'acquisition par Nîmes Métropole de 17 véhicules neufs, la sécurité, le confort, l'ergonomie au centre des intérêts, une façon de renouveler l'attractivité d'un mode de transport en plein essor. Un reportage d'Olivier Michel. Prochain arrêt, Thalès. En attendant le transport en commun en site propre, le parc des bus Tango se devait d'être renouvelé. C'est chose faite avec l'acquisition de 17 véhicules. Des bus moins polluants et mieux équipés, avec informations sonores et visuelles, des emplacements réservés aux fauteuils roulants et des rampes d'accès. Le financement
est intégralement assuré par la communauté d'agglo pour un montant de 4 210 000 €. Dans ces véhicules, vous l'avez vu, il va y avoir 3 caméras de surveillance, donc ce qu'il n'y avait pas sur les autobus, il n'y en avait qu'une. Donc la possibilité, ça existait, mais également bien sûr de l'accessibilité facilitée pour les personnes à mobilité réduite, avec une qualité aussi à l'intérieur des bus, notamment sur les sièges, les couleurs qui ont été choisies sont des couleurs qui font qu'on a envie d'y rentrer et d'y rester même. Donc je crois que tout ça, c'est pour que le passager s'y sente sécurisé et s'y sente installé confortablement. En matière de sécurité, ce sont 3 voire 4 caméras qui enregistrent sur disque dur les allées et venues. Ce système de vidéoprotection, de série sur les nouveaux bus, sera étendu à l'ensemble des véhicules du réseau pour un coût de 1 200 000 €. Le fonctionnement est simple, c'est qu'on enregistre des images en continu sur l'ensemble de l'espace bus. Donc ces images sont stockées et elles sont récupérées en cas de sollicitation interne ou externe, tag, vandalisme, agression. Voilà. Sur les 17 acquisitions, 10 bus ont une capacité de 90 places et circuleront dans le centre-ville de Nîmes. Quant aux 7 autres, de 70 places, ils desserviront les villages de la métropole nîmoise. Nous avons eu la présentation de ces nouveaux véhicules par le sénateur maire Jean-Paul Fournier, ce qui nous permet d'évoquer de nouveau le dossier du diamant noir, sur lequel le sénateur maire de Nîmes s'est déjà largement expliqué, mais un dossier qui n'en finit pas de soulever des interrogations. Aussi, un collectif d'élus de l'opposition a-t-il envoyé à Jean-Paul Fournier une lettre lui demandant de fournir lors du conseil municipal du 4 juillet prochain, donc de samedi, des explications complémentaires partant du principe, je cite, que ce dossier n'est pas une affaire privée, le concerne donc des intérêts de nos concitoyens et ceux des habitants de la communauté d'agglomération nîmoise, et sans porter atteinte à l'indépendance de la justice et considérant la présomption d'innocence dont jouit chaque citoyen, il leur paraît donc indispensable que lors de la séance du conseil municipal du samedi 4 juillet 2009, qui est le premier lieu de débat municipal, le sénateur maire prenne le temps de donner à l'Assemblée une information précise sur le sujet. Il en va, je continue, je cite, « il en va de la transparence de la démocratie dans la gestion de notre ville ». Fin de citation. Un conseil municipal d'ailleurs, au cours desquels pas moins de 83 délibérations seront proposées aux conseillers municipaux. De Nîmes, nous partons pour Beaucaire, une ville fortement tournée vers les traditions qui n'échappe cependant pas aux caprices du fleuve qui la traverse et une ville qui se retrouve assez souvent inondée. La ville a depuis construit une digue appelée la Banquette, un ouvrage qui nécessite quelques travaux pour mieux assurer la sécurité des habitants. Les explications avec Alain Belon. Les travaux de la digue de la Banquette protégeant la ville de Beaucaire se sont achevés au mois de juin. D'un montant de 600 000 €, financé à 40% par l'État, 30% par le Conseil régional Languedoc-Roussillon, 25% le Conseil général du Gard et 5% par la commune de Beaucaire. Tout a débuté en 2008. Les modifications apportées à l'ouvrage permettent un niveau supplémentaire de sécurité. Il y a 2 portes qui viennent d'être sécurisées, c'est les 2 portes qui donnaient sur le centre ancien de Beaucaire. Et donc, à partir du centre ancien, évidemment, un nombre de population, comme vous avez entendu, entre 7 et 8 000 personnes, qui maintenant sont à l'abri d'un risque majeur d'une crise plus que centenaire. Donc c'est un plus pour le centre ancien aujourd'hui. Les digues en elles-mêmes étaient de bonne qualité, on ne va pas dire très bonnes parce qu'ils ont insufflé du ciment quand même, mais surtout les portes qui étaient donc inférieures à la hauteur de la digue, dont maintenant vous le voyez derrière moi. Elles sont à la hauteur donc de la digue, c'est-à-dire largement au-dessus de la crue de 2003. Plus haute de 1,40 m, les portes protègent la ville de Beaucaire. Une seconde tranche est prévue en fin d'année. Tous ces travaux font partie du plan Rhône. Le plan Rhône comprend un certain nombre d'aménagements. Effectivement, la semaine dernière, c'était la première tranche des travaux sur les quais du Rhône à Arles. Aujourd'hui, c'est la première tranche des travaux de la banquette de la digue de Beaucaire, la banquette étant constituant la première tranche, et la suite va être entreprise avant la fin de l'année sur la digue de la Vierge et la digue du Musoir. C'est la tranche qui est depuis le bas du pont de Tarascon, l'ancien pont, jusqu'à la gare de marchandises, qui mettra en sécurité à ce moment-là tout le côté sud du canal. Mais il y a aussi la digue des Marguillers qui a été faite il n'y a pas très longtemps, qu'il faut surélever, puisqu'en 2003 l'eau est passée par-dessus. Donc ça aussi, c'est pour
un quartier, donc mettre à l'abri les villas qui ont été faites en son temps dans ce quartier-là. Et puis il y a tous les autres travaux qui consistent à conforter ou refaire les digues entre Beaucaire-Tarascon, qui est la limite de la compétence du CIMADREM, et la mer. La fin de tous ces travaux est prévue courant 2013. Voilà, partons un petit peu maintenant à la montagne, prenons de l'altitude, tant les valeurs et les particularités des Causses et des Cévennes sont nombreuses. Parmi elles, on peut citer la flore et la faune, qui se distinguent dans de superbes paysages. Pour faire valoir ces richesses au niveau mondial, le thème choisi a été les religions, mais pour forcer l'attention de l'UNESCO, un acronyme qui signifie en français Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'argument retenu est l'agropastoralisme, dont les activités ont forgé non seulement les paysages, mais aussi et surtout l'âme de ses habitants. Et de nombreux pays ont d'ailleurs été sensibles pour la reconnaissance mondiale des Causses et des Cévennes, comme l'explique le conseiller général du Vigan, Roland Canaillé, au micro d'Alain Belon. Les Causses et les Cévennes sont aux portes du classement de l'UNESCO. Tout a débuté en janvier 2005 avec un premier dossier. Différentes étapes l'ont jalonné. L'évolution de ce dossier, il y a eu d'abord une réflexion pour la création de l'AVEC, l'association de valorisation espace Causses et Cévennes. Donc cette association a réfléchi comment classer ce territoire vaste Causses-Cévennes. Donc au départ c'était parti au niveau religion, le protestantisme, les catholiques, enfin c'était un peu les valeurs cévenoles et caussénardes. Ce dossier a été déposé en 2005, oui, et il est passé à l'UNESCO à Vilnius en 2006. Et en 2006, il y a eu une demande de complément de dossier, c'est-à-dire avec un thème sur l'agropastoralisme, en plus de ce qui avait été sur la religion et la vie des Causses et Cévennes. Donc c'est sur ce dossier de l'agropastoralisme qui a été travaillé pendant 3 ans, beaucoup de travail dessus, sur des paysages, sur pas mal de thèmes là-dessus, puisque l'agropastoralisme, il y a l'élevage, il y a la transhumance, il y a les drailles, il y a tout un travail de paysage là-dessus. Et il a été représenté donc en janvier 2009, il a été remis, et donc son passage en juin 2009 à Séville au niveau de l'UNESCO. L'étape de Séville a été un moment important. Il y avait 4 possibilités, où le projet est rejeté, différé, renvoyé ou alors carrément validé. Donc ce projet, nous, l'ICOMOS, c'est vrai avait proposé de le différer. Alors ce qui n'était pas très bien pour nous, puisque le différer, ça voulait dire tout recommencer. Les experts ont dit que vraiment ce territoire avait une valeur, et c'est là-dessus qu'il a été proposé de le renvoyer. Donc pour nous, c'est une étape supérieure que au niveau... c'est pratiquement l'étape de classification, et c'est juste au-dessous, puisqu'on a eu quand même, ça en a été reconnu, valeur universelle. L'UNESCO a missionné l'ICOMOS, une mission pour complémentaire sur vraiment définir le territoire et approfondir l'agropastoralisme. Les Causses et les Cévennes sont regroupées en 3 régions, réparties sur 5 départements, l'Ardèche, Aveyron, Gard, l'Hérault et la Lozère. La France a 2 ans pour remettre le dossier complet à la commission de l'UNESCO, afin d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Audrey Carbeau, puisque nous allons... Que serait un journal sur Télémiroir sans une page festive? Alors Audrey Carbeau s'est découvert au cours d'une visite à Paris une passion pour la salsa. Elle n'a depuis qu'un souhait, la partager. Il n'en fallait pas plus pour organiser à la Bodeguita de Nîmes, les vendredis 3 et samedi 4 juillet 2009, les premières nuits salsa y mojito, et ça promet d'être caliente, comme nous l'explique Nicolas Pinchino. Le premier week-end de l'été sera cubain sur la place d'Assas, une initiative proposée par Audrey Carbeau, la patronne du Royal Hotel. Vendredi 3 et samedi 4 juillet, place aux premières nuits cubaines de la Bodeguita. Un coup de foudre pour la salsa que j'ai découvert il y a quelques mois en montant pour travailler à Paris. Et donc quand je suis arrivée, j'ai dit à mon frère, voilà, il faut qu'on fasse un week-end salsa. C'est super, ça met de l'ambiance et je me suis découvert pour cette danse une passion. Un week-end événement sur la place d'Assas pour des soirées 100% cubaines.
demain matin, tout se met en place. Donc on va organiser un petit village fermé comme pour la feria avec des tentes. Des petites tentes donc, avec un club cigare, une petite tente à cocktail, une petite tente à tapas. Et donc avec une estrade où il y aura tout au long du week-end des démonstrations de salsa par les écoles de danse, par les associations. Voilà, on va essayer de faire partager et de faire vivre la place. Des nuits cubaines rendues possibles entre autres grâce au soutien d'écoles de danse comme celle d'Olivier Blin qui proposera des démonstrations de salsa, bachata ou encore cha-cha. La fin de soirée sera assurée par un DJ spécialiste des musiques cubaines. Samedi, c'est le groupe Cali Caliente qui animera la place pour finir la soirée sur des démonstrations de salsita rueda. Voilà, et puis ce sera Caliente au centre-ville d'ailleurs ce soir, puisque ce sera donc la première édition des Jeudis de Nîmes, 9 jeudis, donc encore 8 à venir après celui-là, pour venir faire un tour dans la ville. Il y a du monde, c'est une initiative vraiment très très heureuse. Et donc premier boulet tiré ce soir pour ces jeudis. Et je reçois donc sur le plateau 3 invités, donc Charles Gossen et Greg Delon de l'association Way of House, bonsoir, et Julien Plantier qui est élu délégué à la jeunesse. Alors Julien, je vais commencer par vous. Vous allez nous parler donc tous les 3 du 4e festival animé dédié aux musiques électroniques. Alors Julien, est-ce que c'est votre jeune âge qui fait que la ville de Nîmes et l'agglo soutiennent vraiment très très bien ce festival? Peut-être, bonsoir à tous. Mais je pense quand même que le plus important, c'est que ce soit l'association Way of House qui porte ce projet. Donc c'est vrai que nous, en tant que collectivité ville de Nîmes et Nîmes Métropole, on est là pour donner un petit coup de pouce sur le plan financier pour que ces jeunes amateurs de musique électronique puissent organiser ce festival sur la ville de Nîmes. On se rend compte que ça a été une réelle réussite jusqu'à présent. Et donc cet événement rentre totalement dans le cadre de la préfiguration SMAC qui est portée par Nîmes Métropole et puis aussi dans le cadre des différentes manifestations qui sont organisées sur la ville de Nîmes. Et puis c'est vrai que c'est une des seules qui s'adresse dans ce sens aux plus jeunes pour la musique électronique. Donc on souhaite en tout cas que ce soit l'ensemble de l'équipe municipale amenée par le sénateur maire Jean-Paul Fournier, on souhaite réellement que ce soit une réussite et qu'on ait beaucoup de monde dans les rues et le soir lors du concert Jean Lafontaine. Je me tourne vers Charles Gossen et Greg Delon. Je vous renouvelle mes vœux de bienvenue. Ce festival, c'est de l'opportunisme? Vous surfez sur une vague porteuse ou bien c'est une vraie passion pour la musique électronique? Non, c'est une vraie passion pour la musique électronique. Et puis l'association qui organise ce festival va fêter son 10e anniversaire cette année, donc on ne peut pas trop parler de sur une vague. Et le festival va organiser sa 4e partie donc, cette année. Donc non, c'est définitivement pas un effet de mode. Alors c'est un festival, une 4e édition ambitieuse, plus de 100 DJ répartis. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça va fonctionner, parce que d'abord les horaires sont un petit peu inhabituels. Ça sera donc toute la journée de samedi, mais tout démarre dès 11h. C'est un petit peu inhabituel d'écouter de la musique électronique à midi, 1h de l'après-midi. Oui, en fait, le festival se veut avant tout ludique. Donc on veut faire aussi découvrir aux passants, aux touristes, etc., qui n'auront pas eu vent de la grosse communication, mais qui seront en centre-ville. Donc avec les horaires, c'est un bon moyen de s'ouvrir à un public plus large. Et puis, en fait, il y a beaucoup d'animations, parce qu'il y a environ une douzaine de boutiques partenaires où il va y avoir des DJ. Il y a environ une dizaine de bars aussi partenaires qui sont les terrasses électro, donc là qui seront de 14h à 21h, avec là aussi des DJ de la région et d'un peu plus loin. Et après, il y a 3 scènes, donc la place du Chapitre de 14h à 18h, avec des DJ un peu plus reconnus au statut régional, et la place de l'Horloge de 11h à 19h avec là des artistes reconnus nationalement. Et donc la place de l'Horloge commence à 11h avec un petit rendez-vous, avec pain au chocolat offert, jus d'orange, voilà, pour rester dans donc vous avez fourbi des scènes musicales et un matériel assez complexe, parce que ça fait beaucoup de plots à sonoriser, à animer. Oui, ça c'est important. Tout est bénévole en fait.
Donc toutes les installations techniques, etc. sont réalisées par les DJ qui sont bénévoles. Donc ça, c'est à souligner. Donc il y a 100 DJ, c'est grâce à eux que le festival peut se construire comme il est. Et après, on peut aussi parler de la rencontre et conférence qu'il va y avoir à l'espace Schuller. Donc en fait, l'architecte de la SMAC va présenter le projet lors d'une conférence. Et dans la seconde cour de l'espace, il y aura un village de stands avec des labels locaux, des maisons de disques, etc. pour une rencontre avec le public. Alors justement, quels vont être les locaux de l'étape, les Gardois, qui vont s'illustrer pendant cette journée? Ils sont nombreux? Il y en a quasiment presque 100. Alors, ce sont tous. Il n'y a pas que des Gardois. Il y a parce qu'on a fait en gros un appel d'offres qui était complètement ouvert et il y a beaucoup de DJ qui ont répondu. Mais je dirais que sur à peu près 120 artistes sur la journée, parce qu'il y a les artistes aussi du concert le soir au Jardin de la Fontaine, on terminera par ça. Mais sur à peu près 120 DJ, on peut dire qu'il y en a 80% Gare Héros. Voilà. Alors nous avons de jolis programmes, puisque c'est un festival, alors il faut le souligner, c'est un festival gratuit. Ils se font rares les festivals gratuits depuis la disparition justement de celui de musique de rue pour la feria. Il faut le souligner. Où peut-on se procurer les programmes? Parce qu'en fait, je pense que tous les commerçants jouent le jeu. Oui, alors chez les commerçants, ou alors on a un site qui est www.a-nîmes.fr. Donc là, vous avez tout le programme. Et puis, il faut souligner que donc le soir, il y a le concert au Jardin de la Fontaine, qui est aussi gratuit, mais avec là, carrément, un gros plateau d'artistes reconnus à l'international, dont Alex Kidd, Colombo, un Belge, Hausmeister et Huntman, qui sont des Allemands relativement reconnus. Donc, c'est varié. Il y a aussi Kelly & Kelly, qui sont des Niçois, qui font de la pop électronique. Et après, il y a de la house, il y a de la techno, il y a de la minimale. Tous les styles, tous les styles représentant la musique électronique. Voilà. Et donc, la chose à savoir, c'est que c'est gratuit, mais avec un comptage, parce que l'espace est limité à 3500 personnes. Et les personnes peuvent récupérer les places le soir même, à l'entrée, avant de rentrer. On leur donne un billet d'entrée gratuite à l'entrée. C'est mieux qu'un CD. Voilà. Merci de votre visite. Merci Très bon succès pour cette 4e édition. Passeport été, ça fonctionne bien? Tout marche bien? On atteint de bons résultats jusqu'à présent. Ouais, d'accord. Merci à vous. Merci. Nous avions Jean-Marc Conrad, le président de l'AC Arles, tout à l'heure au téléphone. Eh bien, ça y est, l'AC Arles Avignon. Alors, c'est l'AC Arles Avignon, puisque les Arlésiens joueront leur match à domicile à Avignon. Ils ont été validés par la DNCG. Les dirigeants et supporters ont retrouvé le sourire. C'est vrai que Michel Estevan, l'entraîneur du club ACiste, nous le confiait lors de la première séance d'entraînement. Pour être optimiste, il avait quelques craintes. On n'est jamais très certain que tout va bien se passer. Ça aurait freiné certainement une partie du recrutement. Ainsi, l'AC Arles jouera bien en Ligue 2. Donc, la saison à venir. Voilà une très bonne nouvelle. Et puis donc, à suivre sur Télémiroir, l'émission Suivre l'étoile avec Marlène Laroche, présentée par Marlène Laroche, suivie du Carousel. À 21h, Noir et Blanc invite le raseteur Adrien Poujol. René Lambert de la Manade de la Galère, Émile Grande, journaliste à la Marseillaise, et Jackie Siméon, raseteur et écrivain taurin. Patrick Mallet présente cette émission et revient volontiers sur les manifestations d'Aigues-Vives et de Montfrin. Il sera aussi question de la Cocarde d'Or et c'est peut-être pour cela qu'on vous propose de suite après Noir et Blanc l'intégrale avec la Cocarde d'Or 2008. C'en est fini avec les informations pour aujourd'hui. Passez une bonne fin de journée sur Télémiroir et à bientôt.